Ta réussite financière repose sur 3 gros piliers. D'abord, de bonnes habitudes, une bonne stratégie et surtout une stratégie adaptée à ton profil et aussi une capacité à maintenir cette stratégie sur le long terme. Sauf que lorsqu'on parle d'habitudes et de stratégie en finance personnelle, on entend souvent les mêmes conseils. Investis sur le long terme, en DCA, sur un ETF large, avec un portefeuille adapté à ton profil. Et dans cette vidéo, on va découvrir 5 habitudes contre-intuitives qui vont t'aider à t'enrichir sur le long terme. Tu verras, le premier est déjà très étonnant. Première habitude, investir sur les autres. Une étude a été réalisée par Elizabeth Dunn, alors elle c'est sûr, je suis en train d'écorcher son nom comme pas possible. Dans son enquête, Elizabeth a étudié le niveau de bonheur d'un groupe de 49 personnes, par l'intermédiaire de questions, d'enquêtes, d'interrogations, etc. Ensuite, après cette enquête, Elizabeth a fourni une enveloppe à chacune des personnes. Dans cette enveloppe, il y avait une somme d'argent, 5$ ou 20$. Ensuite, on est venu séparer ces 49 personnes en 2 groupes et on a donné un objectif de dépense à chacun des groupes. Le premier groupe devait dépenser son argent pour lui-même, c'est-à-dire en payant ses factures, en payant des dépenses quotidiennes. De son côté, le deuxième groupe devait dépenser son argent pour les autres, c'est-à-dire associations caritatives, dons, charité, le donner à un proche ou autre. Et ensuite, le soir même, chaque individu devait reporter son niveau de bonheur. Et on a constaté que les individus qui avaient dépensé pour les autres avaient un niveau de bonheur plus élevé. Alors je te mettrai l'étude en lien sous la vidéo parce que c'est ultra intéressant à lire, surtout si t'es comme moi, t'aimes bien la psychologie humaine, et surtout tu verras en lisant qu'il y a 2 autres expériences dans cette étude qui vont dans le même sens, c'est-à-dire donner augmente le niveau de bonheur. Maintenant, je vais répondre à ta question, parce que je l'entends d'ici, comment donner permet de t'enrichir ? Eh bien, étant donné que ça a un impact sur ton niveau de bonheur, ça va impacter également tes projets, même les plus ambitieux. Je parle principalement de ta performance dans ces projets. Par exemple, dans mon cas, lorsque je vais sur chantier pour finir la peinture ou le montage d'un meuble ou une cuisine, si j'arrive avec la gueule enfarinée un matin, je sais que je ne vais pas vraiment être performant ce jour-là. Alors qu'il y a des jours où je me lève, j'ai envie de tout casser et je sais que je vais être très motivé sur le chantier le jour même et je sais que je vais être performant. Et plus tu auras de jours où tu seras performant, où tu auras envie de te surpasser et plus tu avanceras dans tes projets. Donc oui, ton bonheur ne va pas impacter directement l'argent qui est sur ton compte. Mais il aura un impact sur ta performance lorsque tu vas travailler sur des projets qui vont t'aider à en générer davantage. Deuxième habitude, garder l'esprit ouvert. Une mauvaise habitude que j'ai remarquée chez les non-investisseurs, mais aussi les investisseurs, c'est de rester focalisé sur une idée ou une croyance qu'ils ont sur une stratégie ou un actif. Alors ceux-là, je les appelle les Jean-Michel Capital parce que, comme les gens qui regardent les émissions d'enquête tous les soirs, ils restent focalisés, ils restent toujours devant la même information et finissent par croire que toute la vie en dehors est comme ça. Par exemple, que tous les locataires sont des mauvais payeurs ou que tous les biens immobiliers sont destinés à être squattés par des personnes malhonnêtes, ou sinon encore que la bourse se résume à être scotchée derrière son écran d'ordinateur et d'attendre le bon moment pour vendre ou acheter. Et ce qui est dommage pour Jean-Michel Capital, c'est qu'il ne risque de jamais investir parce qu'il se contente de ces informations fournies par des émissions de télé. Et pourtant, si tu regardes de plus près les chiffres, ça ne va pas du tout dans le sens de ses idées. Au niveau des squats, on a 100 fois plus de cambriolages que de biens squattés. Au niveau des loyers impayés, on a 3,5% des biens en location qui présentent des loyers impayés. Et pour les méthodes d'investissement en bourse, si tu es abonné à cette chaîne, tu dois sûrement savoir qu'il est possible d'investir en bourse en consacrant seulement 10 minutes de son temps chaque mois pour la gestion de son portefeuille. D'ailleurs, si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire. Alors oui, je peux comprendre que se faire squatter son bien, c'est toujours chiant et que les loyers impayés sont inacceptables. Mais on est bien loin des grands discours que tous les biens immobiliers sont destinés à être squattés et tous les locataires sont des mauvais payeurs. D'où l'importance de garder l'esprit ouvert pour ne pas rater des opportunités d'investissement. Il faut savoir remettre en question ce que l'on croit savoir et accepter d'aller chercher les informations soi-même. Troisième habitude financière contre-intuitive, faire la différence entre être un mouton et suivre une stratégie. Il y a une règle en investissement qui dit d'éviter d'investir dans ce qui est à la mode. Selon moi, cette règle, on devrait la prendre avec des pincettes parce que beaucoup l'appliquent de manière rigide. Par exemple, une fois, je parlais de l'investissement dans l'or dans les réseaux sociaux et une personne est venue me dire que seuls les mauvais investisseurs fonçaient vers l'or parce que c'est un investissement à la mode. Alors, je suis à moitié d'accord avec le discours.
Parce que investir dans quelque chose à la mode, c'est dangereux, surtout si on ne l'analyse pas et si on vérifie pas la fiabilité de l'actif. Mais en même temps, on investit dans l'or depuis combien de temps? Des siècles. Et certains portefeuilles utilisent l'or dans la base de la construction du portefeuille. Par exemple, le portefeuille 4 saisons de Ray Dalio. Donc oui, je suis d'accord, éviter les actifs à la mode, mais il faut savoir aussi que certains actifs peuvent connaître un mouvement passager de mode et continuer à perdurer après ces mouvements de mode. On peut prendre l'exemple du Bitcoin. Il y a des périodes où les Bitcoins s'enflamment, on en parle partout sur les réseaux sociaux parce que ça grimpe, et lorsque ça se casse la tête, on n'en parle plus. Et pourtant, les gens ont du Bitcoin dans leur portefeuille avant cette période et le gardent après la période. Autre exemple, en ce moment, les obligations affichent de belles performances. On en parle de plus en plus, les personnes, les investisseurs recherchent de plus en plus d'informations sur les obligations, mais avant cette période de montée et de belles performances des obligations, beaucoup d'investisseurs avaient des obligations dans leur portefeuille, et après cette période, beaucoup en garderont. C'est un effet de mode, mais l'actif existe avant et après cet effet de mode. Et on connaît même des effets de mode sur les actions. Par exemple, après la pandémie, on a connu une vague d'investisseurs qui commençaient à investir et qui voulaient leur part du gâteau parce que les performances en bourse affichaient des performances à 2 chiffres. Aujourd'hui, avec les conneries de Trump, on voit que la bourse grimpe, descend, on ne sait plus à quoi s'attendre et les gens ne savent plus s'il faut rentrer ou s'il faut rester à l'extérieur et regarder en tant que spectateur. Donc attention au phénomène de mode, oui, je suis entièrement d'accord, mais il faut surtout analyser l'actif et regarder nos intentions quand on investit. Si on investit pour l'effet de mode, bien sûr, c'est pas bien, mais si on investit pour créer un portefeuille avec un actif bien ancré dans une stratégie et qui a du sens, c'est ok. Tout part de l'investisseur. 4e habitude contre-intuitive, accepter les compromis. J'ai eu une discussion avec un ami qui avait 10 000 euros de côté, qui voulait investir en bourse, et il me demande s'il devait investir tout d'un coup ou aller petit à petit. Alors, pour qu'il démarre petit à petit, parce qu'il ne connaît pas vraiment la bourse, je lui dis, commence par mettre des petites sommes, et ensuite, une fois que tu seras habitué, tu augmenteras le capital jusqu'à mettre les 10 000 euros. Et là, il n'est pas d'accord, il me dit, bah non, parce que en attendant que je mets les petites sommes, le reste dort. Je lui ai dit, mets tout d'un coup alors. Bah non, parce que s'il y a un crack demain, tout le capital sera impacté. Alors là, on est face à une personne typique qui veut zéro compromis, qui veut le beurre, l'argent du beurre et les beaux yeux de la crémière. Et il se retrouve à ne pas investir parce qu'il veut les avantages sans les inconvénients. Et non, je suis désolé, tu peux pas avoir que les avantages sans les inconvénients, tu peux pas avoir la performance potentielle des cryptos avec le risque d'un livret A, tu peux pas avoir les garanties d'un fonds euro avec les performances des actions US ou les performances du Nasdaq. Une décision entraîne un risque et donc une décision entraîne un compromis. Parfois, tu n'auras pas d'autre choix que d'accepter ce compromis, et d'autres fois, tu pourras créer une opportunité grâce à ce risque, grâce à ce compromis. C'est ce qu'on appelle avoir une vraie intelligence financière. On attaque la 5e habitude financière contre-intuitive, qui est de s'intéresser à l'humain et pas seulement aux actifs. Tu as sûrement dû entendre parler de la bulle Internet, c'est-à-dire ce phénomène entre 1995 et 2000 où les valeurs technologiques ont connu une très très forte croissance. La demande pour ces entreprises technologiques était forte et donc les cours pour ces entreprises explosaient. On peut prendre un exemple flagrant de cet effet où l'entreprise Netscape entre en bourse en août 1995 précisément, le 9 août. La valeur lors du lancement était de 28$ et à la fin de la première journée et à la clôture, elle était de 58$, avec un point au plus haut de 75$ durant la journée. Ce qui représente une performance folle de 107% en une journée. Si tu avais investi dans une action lors de la première journée, tu aurais doublé ton capital. On va prendre un autre exemple pour te montrer l'impact de la bulle Internet. Sur ces 5 années, entre 1995 et 2000, le Nasdaq affiche une performance folle de 572%. Ça veut dire que si tu avais investi en 1995 $10 000 sur le Nasdaq, tu aurais un portefeuille en 2000 de 57 000 $.
Ce qui est fou, tu aurais multiplié ton capital par 5 en 5 ans. Et tu connais l'humain avec ses biais psychologiques et son appât du gain, les investisseurs cherchent de la performance et du coup se ruent vers ce type de valeurs, les valeurs technologiques, alors les cours ne cessent de croître, la demande augmente encore plus et certaines valeurs, certaines actions se retrouvent survalorisées. Et ce qui est important à retenir dans cette histoire et dans cette expérience, c'est la psychologie humaine. Parce que les biais cognitifs, la tendance, la recherche du profit a poussé le marché au plus haut avant qu'il s'effondre. Et en plus d'être une plateforme d'échange d'actions, d'ETF et de valeurs, la bourse est aussi un moyen d'étudier la psychologie humaine et voir comment les investisseurs réagissent en fonction des événements. Donc, savoir comprendre les réactions des investisseurs lors d'événements passés permet aussi de comprendre comment ils pourraient réagir à l'avenir et adapter notre portefeuille et nos actions futures pour éviter de commettre les mêmes erreurs. Tu l'auras compris, la psychologie est un indispensable en investissement. Savoir comprendre comment tu réagis est une arme de destruction massive lorsque tu investis. Mais surtout, tu seras encore plus efficace si tu comprends comment les autres réagissent. Donc, l'empathie, la remise en question et l'analyse de soi sont des qualités essentielles. Et de ton côté, si tu souhaites commencer à investir dès aujourd'hui, tu peux télécharger ta formation gratuite. Je te montre comment choisir un courtier pour commencer à investir dès ce soir. Je te donne un plan d'action étape par étape pour analyser et choisir ton courtier pour ouvrir un PEA ou un compte titre. Je te donne même une liste des courtiers les plus fiables selon moi sur le marché et je te montre aussi comment ouvrir un compte pas à pas. Le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi, prends soin de ton argent et continue à construire ton empire même si tu pars de rien. Salut.